C'est l'une des expériences les plus troublantes de ma vie et nous avons tous juré de ne jamais en parler. Deux fois dans ma vie, j'ai vécu une expérience étrange où je me suis retrouvé face à une version plus jeune de moi-même. Les deux fois, j'étais accompagné, et pourtant, ceux qui étaient avec moi n'ont jamais vu la personne que je voyais. La première fois, j'étais encore au collège. Je rentrais de l'école à pied quand, soudain, j'ai croisé un garçon qui courait droit vers moi. Ce qui m'a figé sur place, c'est qu'il me ressemblait en tout point. C'était moi, plus jeune. Il portait le même t-shirt que j'adorais mettre à cet âge, et il avait accroché une serviette bleue autour de son cou comme une cape, exactement comme j'avais l'habitude de le faire quand j'étais enfant. Ses cheveux étaient blonds, alors qu'aujourd'hui les miens sont devenus brun foncé, et pourtant je savais que c'était bien mon reflet du passé. Quand nos regards se sont croisés, il s'est arrêté brusquement, tout comme moi. Aucun mot n'a été échangé, mais ce silence avait quelque chose de lourd, presque irréel. Mon amie, qui marchait une centaine de mètres derrière moi, n'a rien remarqué. Pour lui, la rue était vide. Pour moi, elle venait de s'ouvrir sur une autre époque. La deuxième fois, des années plus tard, j'étais à l'université. J'étais assis dans le réfectoire, entouré du brouhaha habituel, quand mes yeux se sont posés sur quelqu'un que je connaissais trop bien. C'était moi, mais plus jeune de quelques années seulement, l'âge du lycée. Il portait mon vieux jean, celui que je mettais sans arrêt jusqu'à l'user, et la chemise à carreaux que j'avais tellement portée qu'elle avait fini trouée aux manches. Il avait la même coupe de cheveux, le même sac usé jeté négligemment sur son épaule gauche, tout était identique. Il avait l'air perdu, comme s'il s'était égaré dans un endroit qui ne lui appartenait pas. Nos regards se sont croisés à peine une seconde, mais cette seconde m'a glacé le sang. Puis il s'est détourné et a quitté le réfectoire. J'ai crié son nom, ou peut-être le mien, je ne sais pas vraiment. Mon ami, assis à côté de moi, m'a regardé comme si j'étais fou. Pour lui, je venais de crier dans le vide. Ces deux instants n'ont jamais cessé de me hanter. Je ne sais pas si j'ai vu des fantômes, des souvenirs matérialisés, ou si j'ai simplement croisé une version de moi égarée dans le temps. Mais chaque fois, le sentiment était le même, celui d'avoir observé mon propre passé s'avancer vers moi, puis disparaître sans laisser de traces. J'avais une ex avec qui j'étais resté en couple, par intermittence, pendant presque 4 ans. Durant les derniers mois, c'était devenu très difficile de continuer, pour elle comme pour moi, et nous avons décidé d'arrêter définitivement. Nous avions déjà essayé de rompre auparavant, mais ça ne marchait jamais, car nous continuions à nous parler. Cette fois, nous avons conclu qu'il valait mieux couper tout contact, radicalement, et poursuivre nos vies chacun de notre côté. Presque un an plus tard, je traversais une semaine particulièrement stressante. J'avais perdu mon travail, mon anxiété était au plus haut, et d'habitude, dans ces périodes, je faisais des rêves étranges ou des cauchemars. Une nuit, je me suis couché, et le lendemain matin, je me suis réveillé encore embrumé. J'ai entendu la sonnerie des messages sur mon téléphone. Quand je l'ai attrapé, il y avait un texto de mon ex, puis je me suis réveillé pour de vrai. Ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais encore en train de rêver. Je me suis donc réveillé une deuxième fois, et je me suis dit, c'était vraiment bizarre. J'ai ouvert les yeux, prêt à me lever pour aller aux toilettes, et là, la sonnerie de message de mon téléphone a retenti à nouveau. Non. Non, 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 ce n'est pas possible, pas elle, me suis-je répété en attrapant le téléphone. Je l'ai retourné, et bien sûr, il y avait écrit « Un message reçu » de mon ex. À ce jour, je n'ai absolument aucune idée de comment cela a pu arriver. C'est la circonstance la plus étrange que j'ai jamais vécue, et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à la neurobiologie, aux rêves, aux réalités alternatives et à tout ce qui touche à ces phénomènes. Il y a environ 2 ans, j'étais dans mon jardin à regarder mes chiens faire leurs besoins. Il devait être 11 heures du soir et il faisait nuit noire. La seule lumière venait de l'ampoule accrochée au-dessus de la porte qui donnait sur la terrasse,
ce qui laissait le reste du jardin dans une obscurité presque totale. Sur le côté de la maison, près du système de pompe de la piscine, il n'y avait aucune source de lumière et tout était plongé dans des ombres épaisses. J'essaie de planter le décor pour que tu comprennes. Alors que j'étais là, immobile, mon regard s'est tourné vers cet endroit sombre, et c'est là que je l'ai vu. Tu sais, parfois, les ombres se superposent et forment des contours étranges, mais ce que j'ai vu n'avait rien de normal. C'était une silhouette, comme une brume mouvante, une sorte de nuage flou qui prenait la forme d'un homme. La créature devait mesurer près de 3 mètres. Son dos était tourné vers moi et il portait ce qui ressemblait à une longue robe à capuche. Lentement, il a tourné la tête dans ma direction et, à l'endroit où j'aurais dû voir un visage, il n'y avait qu'une obscurité encore plus noire que la nuit qui l'entourait, comme si cette noirceur avalait toute lumière. Je n'avais jamais ressenti une telle peur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que le silence de la nuit pouvait l'entendre. L'air autour de moi était devenu plus lourd, comme si la présence de cette chose avait changé l'atmosphère elle-même. Je suis resté figé, incapable de détourner le regard. Puis, en un instant, alors que j'ai cligné des yeux, il avait disparu. Quand j'étais enfant, je faisais énormément de rêves lucides et je m'intéressais beaucoup à la projection astrale, même si aujourd'hui je pense que ce n'était rien d'autre que des rêves lucides. J'ai eu de nombreuses expériences de ce genre et j'en parlais souvent à un ami de l'école primaire qui vivait des choses similaires. Nous essayions même de nous appeler l'un l'autre dans nos rêves, en criant nos prénoms, pensant que ça marcherait, mais ça n'a jamais vraiment donné de résultat. Ce que nous aimions par-dessus tout, c'était voler dans nos rêves. Nous nous échangions des techniques, des façons d'y parvenir, et c'était fantastique. Jusqu'au jour où, en plein rêve lucide, alors que je volais, des hommes sont apparus. Ils portaient des costumes noirs, semblaient étrangement maigres, et il y avait quelque chose d'anormal chez eux. Ils m'ont plaqué au sol et m'ont expliqué que je ne pourrais plus voler, parce que ce n'était pas autorisé. C'était terrifiant, et à partir de ce jour, je n'ai plus jamais pu voler dans un rêve. J'ai continué à faire des rêves lucides pendant longtemps, même encore parfois adulte, mais quoi que je fasse, je n'arrive plus à voler. Chaque fois que j'essaie, en essayant de léviter assis, ou en prenant mon élan pour sauter loin, il se passe toujours quelque chose de bizarre dans le rêve qui m'en empêche. Je sais, ça paraît idiot, sans doute psychologique, puisque je ne crois pas à toutes ces histoires. Et bien sûr, les enfants inventent toutes sortes de choses étranges. Mais j'ai enfoui ce souvenir pendant près de 20 ans, et rien qu'en y repensant maintenant, je ressens un malaise profond. Ces silhouettes noires et démesurément minces qui m'avaient dit que voler m'était interdit et qu'ils me l'enlevaient, cette image me trouble encore aujourd'hui. Il y avait un garçon que je connaissais au collège, il prenait le même bus que moi. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais chaque fois que je le voyais j'avais cette sensation glaciale, comme un froid intérieur, une impression désagréable qui me mettait mal à l'aise sans raison claire. Puis un jour il a disparu, on ne savait pas s'il avait déménagé ou ce qui lui était arrivé, mais il n'était plus à l'école et il n'était plus sur le bus non plus. Après sa disparition, il s'est produit quelque chose d'étrange. J'étais parfois en voiture avec mes parents et, juste avant d'entrer dans un magasin, un restaurant ou n'importe quel autre endroit, je ressentais à nouveau cette sensation glacée. Immédiatement, je pensais à ce garçon, son visage me revenait en tête, et quand nous entrions dans le lieu, il était là. Ce n'était pas une hallucination ou une coïncidence floue, il me voyait aussi et il me faisait un signe, comme pour reconnaître ma présence. Cela s'est répété au moins une dizaine de fois, toujours de la même façon. Je n'ai jamais compris ce que cela signifiait ni comment c'était possible. J'hésite même à écrire ceci, car coucher ces mots sur le papier leur donne une réalité que je préférerais nier. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais en terminale, je me trouvais seul à la maison. Mes 2 parents étaient professeurs et c'était la soirée des parents d'élèves. J'étais dans la cuisine, vers le crépuscule, en train de me préparer quelque chose à manger, quand j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Déjà, c'était étrange en soi,
car nous vivions dans une petite ville et tout le monde savait qu'il fallait passer par la porte du carport. La porte d'entrée n'était quasiment jamais utilisée. Je suis allé ouvrir, en laissant la porte vitrée fermée. Sur le perron se tenaient 2 enfants, un garçon et une fille. Sur le moment, j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être mal compris et amené ses enfants chez un professeur pour la réunion parents-prof, mais ça n'avait aucun sens. J'ai donc écarté l'idée. Je leur ai demandé « Je peux vous aider ?» pensant qu'ils venaient vendre des barres chocolatées, des magazines, des cookies de scout ou une quelconque autre bricole que les enfants proposent en porte-à-porte. La petite fille m'a répondu « On peut entrer ? On a besoin d'utiliser ton téléphone. » À cette époque et dans une petite ville, laisser un enfant utiliser le téléphone n'avait rien de choquant, même s'il s'agissait d'un inconnu. J'avais justement le combiné sans fil dans ma poche et je leur ai proposé. Mais la fillette m'a regardé et a dit « Non, il faut qu'on entre. » J'étais sur le point d'accepter, quand soudain une sensation d'horreur insoutenable m'a submergé. Mon estomac s'est noué, les poils de ma nuque se sont hérissés, et j'ai ressenti une réaction de panique et de survie que rien ne pouvait justifier. J'écoute toujours ce genre d'instinct, mais malgré tout, ma main allait vers la poignée, comme si je ne pouvais pas m'en empêcher, même paralysé de peur, les paumes moites et glacées. Au dernier moment, j'ai dévié ma main et j'ai appuyé sur l'interrupteur à la place. La lumière du porche s'est allumée et a éclairé les enfants. Le sang s'est glacé dans mes veines, leurs yeux étaient entièrement noirs, les plus noirs que j'ai jamais vus, comme s'ils portaient de grandes lentilles sclérales. J'ai poussé un cri étouffé, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée aussitôt. Ils se sont mis à frapper de nouveau, presque immédiatement. Je suis allé verrouiller toutes les autres portes de la maison, puis je me suis réfugié dans la salle à manger avec mon chien, qui grognait d'une façon que je ne lui avais jamais entendue. Finalement, les coups se sont arrêtés et, en même temps, la terreur s'est dissipée. Mon chien s'est calmé. Quand mes parents sont rentrés, je leur ai raconté, mais ils ont cru que j'avais rêvé. J'ai essayé d'oublier, de me convaincre moi-même que ce n'était qu'un cauchemar ou une hallucination. Pourtant, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis calme, rationnel, et je fais toujours preuve de scepticisme. Imaginer des choses sous l'effet de la peur ne me ressemble pas. Et pour préciser, j'étais totalement sobre et je n'avais rien consommé. Il y a quelques années, j'ai entendu parler pour la première fois des Black Eyed Keys, ces « enfants aux yeux noirs », et tous mes souvenirs sont remontés d'un seul coup. J'ai cherché sur Internet et découvert que beaucoup de gens avaient vécu des expériences identiques à la mienne, presque mot pour mot, y compris cette vague écrasante de terreur qu'ils dégagent. Depuis, je n'ouvre jamais ma porte sans d'abord regarder par le Judas. C'est une précaution normale, mais pour moi c'est vital. Et même maintenant, en pleine journée, assis au travail entouré de monde, il me suffit de penser à ces enfants et à leurs yeux pour sentir des frissons glacés parcourir tout mon corps. J'ai peur qu'un jour, je les revoie. Et que cette fois, je ne sois pas capable de m'empêcher de les laisser entrer. Quand j'avais 8 ans, je dormais sur un simple matelas en mousse dans la chambre de mes parents. Une nuit, j'ai fait un rêve si vif qu'il m'a semblé plus réel que tout ce que j'avais pu imaginer jusque-là. Dans ce rêve, ma mère et moi descendions une route de montagne sinueuse à bord d'une voiture blanche que je ne reconnaissais pas. La route était étroite, bordée de précipices, et soudain la voiture a glissé sur une plaque de verglas noir. Elle s'est mise à déraper, d'abord une fois, puis une deuxième, puis une troisième, comme si elle hésitait entre reprendre le contrôle ou se laisser emporter, avant de finalement quitter la chaussée et plonger dans le vide au bord du ravin. La voiture a roulé 3 fois dans l'air avant de retomber, miraculeusement, sur ses roues, arrêtée net contre le tronc massif d'un immense pin tombé à travers la pente. Ce rêve m'a réveillé en sursaut. Tremblant, je me suis tourné vers ma mère et je l'ai secouée pour la réveiller à son tour. Quand je lui ai dit que j'avais fait un cauchemar, elle a ouvert les yeux avec peine et m'a répondu qu'elle aussi venait d'en faire un. Je me suis empressé de lui raconter, et quand j'ai prononcé les mots « accident de voiture », elle s'est redressée d'un coup, ses yeux encore lourds de sommeil se sont ouverts grands et elle m'a écouté sans détourner le regard. Je lui ai expliqué que la voiture était blanche. Elle m'a interrompu, la voix lente et tendue, et m'a dit «
et la voiture a fait plusieurs embardées avant de tomber de la falaise. Alors j'ai ajouté, et elle a atterri sur ses roues. À ce moment-là, plus aucun mot n'a été prononcé entre nous jusqu'au matin. Le silence pesait, comme si nous avions partagé quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir, quelque chose qui appartenait à un futur dont nous n'étions pas censés avoir conscience. 3 ans plus tard, ce cauchemar est devenu réalité. L'accident a eu lieu exactement comme dans le rêve. Ma mère a survécu, mais elle s'est fracturé la 2e vertèbre et a dû porter un halo en graphite pendant 3 mois. En première année d'université, une fille qui me plaisait m'avait écrit un petit message sur un billet d'$1. C'était quelque chose de simple mais d'adorable, et comme je l'aimais bien, ça avait une grande importance pour moi. J'avais décidé de le garder et de ne jamais le dépenser. Mais un soir, en sortant boire avec des amis, je l'ai accidentellement utilisé. J'étais vraiment déçu, parce que ce billet représentait quelque chose de spécial à mes yeux. J'ai cherché partout, mais évidemment je ne l'ai jamais retrouvé et j'étais très contrarié. 1 mois plus tard environ, j'étais dans une autre ville, à une 30aine de kilomètres de là où j'avais dépensé le billet. Je mangeais une pizza avec des amis. J'ai payé une part, et en rendant la monnaie, on m'a donné quelques pièces et un billet d'$1. Quand j'ai regardé ce billet, c'était exactement le même, avec son message, sa signature et les petits cœurs dessinés dessus. Le même billet, réapparu par hasard, dans une pizzeria complètement différente, loin de l'endroit où je l'avais utilisé. Ce n'est peut-être pas vraiment un « bug » de la réalité, parce qu'un billet en circulation peut toujours finir par revenir entre vos mains, mais malgré tout, ça m'a complètement bouleversé. À l'époque, je travaillais dans un centre d'appel spécialisé dans les renseignements téléphoniques. Les gens appelaient de partout dans le pays pour demander des numéros de téléphone ou d'autres informations. J'habitais en Grèce, et mon horaire habituel était de 11h du matin à 3h de l'après-midi. Nous étions près de 2000 employés à répondre en continu, chaque seconde, sans aucune pause dans le flux des appels. Le système fonctionnait de manière automatique, nous n'avions pas de numéro affiché ni la moindre indication sur la personne au bout du fil, seulement un bip, et la ligne s'ouvrait aussitôt. Un jour, parmi ce flot ininterrompu de voix anonymes, une coïncidence improbable s'est produite. Un cousin à moi, qui vit également en Grèce et avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois, a composé le numéro pour obtenir celui de mes parents. Il ne savait même pas que je travaillais là. Et c'est moi qui ai décroché. La surprise a été totale, on a éclaté de rire en réalisant l'improbabilité de la situation, et après quelques échanges rapides, nous avons raccroché. Moins de 10 minutes plus tard, après avoir déjà pris 6 ou 7 autres appels, la ligne s'ouvre à nouveau, et c'est encore lui. La première fois, il avait oublié de demander le numéro en question, alors il rappelait pour compléter sa demande. Et, par un hasard qui défiait toute logique, c'est encore moi qui ai répondu à son appel, parmi des milliers de collègues connectés en même temps. Quelques mois plus tard, l'histoire s'est répétée dans des circonstances encore plus improbables. Ce cousin se trouvait alors dans une autre ville et voulait changer de fournisseur pour son téléphone et son Internet. Il a appelé le service de renseignement, comme il l'avait fait les 2 fois précédentes. Ce jour-là, je ne faisais pas mon horaire habituel, j'étais en train de remplacer un ami et je travaillais de 3h à 7h de l'après-midi, avec environ 1500 personnes en ligne en même temps que moi. Et c'est encore moi qui ai pris son appel. À ce jour, il jure n'avoir composé ce numéro que 3 fois dans toute sa vie. Et les 3 fois, c'est moi, sur des milliers de téléopérateurs, qui ai décroché. Quand j'étais plus jeune, je faisais des cauchemars horribles. Il m'arrivait de courir dans toute la maison en hurlant, ou simplement d'errer en dormant. J'avais très peu de souvenirs de ces rêves. Ma mère allait de temps en temps voir des voyantes, poussée par ma tante. Lors d'une de ces séances, la voyante lui a dit que je faisais des cauchemars parce que je me battais contre des démons dans mon sommeil. Elle lui a conseillé de brûler de la sauge dans les 4 coins de ma chambre et de mettre du sel sur les fenêtres et les portes de la maison. Elle a ajouté que les cauchemars cesseraient au bout de 3 mois si elle faisait cela.
Ma mère ne nous a rien dit et n'a pas suivi ce conseil pendant plusieurs mois. Les cauchemars ont continué et, au bout d'un moment, elle a décidé d'essayer. Mais elle n'a toujours rien dit, pensant que si ça fonctionnait tant mieux, et si ça ne fonctionnait pas, personne ne le saurait et ne se moquerait d'elle. Elle m'a confié plus tard que l'une des raisons principales pour lesquelles elle s'est décidée, c'est qu'une nuit, en plein cauchemar, j'ai couru dans la chambre de ma sœur, qui avait été celle de mes parents jusqu'à quelques jours auparavant, et que je lui ai demandé avec angoisse, où est la sauge ? Ma mère a fini par brûler de la sauge et mettre du sel aux fenêtres. 3 mois plus tard, mes cauchemars se sont arrêtés. Ils ne sont jamais revenus dans notre maison, mais il m'est encore arrivé d'en avoir quand je dormais ailleurs, dans des hôtels ou chez des amis. Normalement, j'aurais dit que c'était évident que ça s'arrête, puisque la voyante avait annoncé que ça cesserait au bout de 3 mois. Mais je ne peux pas vraiment dire ça, car à l'époque, personne ne le savait à part ma mère. Elle a fait le rituel il y a environ 7 ans et ce n'est que récemment qu'elle m'a raconté toute cette histoire. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant que ces cauchemars aient cessé. Et désolé pour les fautes, j'écris depuis mon téléphone et il est 4h30 du matin ici. J'étais assis dans un restaurant avec mes parents et mes 2 sœurs. Nous étions installés à une table contre un mur. Ma sœur aînée se trouvait du côté intérieur, collée contre le mur, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait absolument pas sortir sans que je me lève d'abord. À un moment, elle m'a dit qu'elle devait aller aux toilettes et m'a demandé « Preston, pousse-toi pour que je puisse passer ». Mais j'étais agacé, j'avais faim, et je n'avais aucune envie de bouger, alors je lui ai répondu d'attendre un peu. Je suis resté assis à ma place, convaincu qu'elle ne pouvait pas sortir autrement. Quelques minutes plus tard, contre toute logique, ma sœur revient de la salle de bain et se présente à côté de moi en disant « Bon, laisse-moi repasser pour que je me rassoie ». Je la regarde, complètement perdu, et je lui demande « Mais, comment tu as fait pour sortir ?» À ce moment-là, tout le monde autour de la table s'est figé, nous nous sommes regardés les uns les autres avec le même air ahuri, comme si quelque chose d'impossible venait de se produire devant nos yeux. Même mes parents, qui avaient tout vu, confirmaient que je n'avais pas bougé de ma chaise une seule fois. Le plus étrange, c'est que ma sœur elle-même n'avait aucun souvenir de la manière dont elle avait réussi à se lever et à quitter la table. Elle savait qu'elle était allée aux toilettes, mais elle ne pouvait pas expliquer par où ni comment elle avait réussi à passer alors que le chemin était bloqué. Je n'ai raconté cela qu'à 2 personnes dans toute ma vie. Que les moqueries commencent. La première partie de cette histoire est telle que me l'ont rapporté ma mère et ma sœur. Une nuit, quand j'avais 3 ans, je me suis réveillé en hurlant des sons incompréhensibles. Ma mère et ma sœur dormaient profondément à ce moment-là, et mon père était en déplacement professionnel. En m'entendant, elles se sont précipitées dans ma chambre, inquiètes. D'après leur description, la scène était des plus troublantes. J'étais assis droit dans mon lit, les mains protégeant ma tête et mon visage comme si quelqu'un m'agressait, le dos collé contre le mur, et je criais. Mais il y avait quelque chose de très particulier dans mes cris, ce n'était pas de l'anglais. C'était une langue orientale, selon leurs mots, et cela sonnait très authentique. Elles ont essayé de me réveiller ou de me sortir de cet état de transe, mais rien n'y faisait. Avec le temps, je me suis calmé. Le lendemain, j'ai raconté à ma famille un rêve qui m'avait semblé aussi réel que la vie elle-même. J'étais dans une terre ancienne et lointaine où les habitants étaient plus petits, plus basanés, avec des yeux d'une forme étrange, et où tout était simplement différent. Je leur ai dit que j'allais être persécuté, les mots entre guillemets sont censés être mes paroles exactes, que j'étais un ermite vivant sur le flanc d'une montagne après avoir été chassé de mon village, et que l'homme que j'étais dans ma vie précédente voulait que je veille à la survie de son héritage, quoi que cela ait pu signifier. La seule raison pour laquelle j'accorde du crédit à cette histoire, c'est la façon dont je l'ai redécouverte des années plus tard. Avançons jusqu'en 2e année de primaire. Un jour, je rentre à la maison avec une énorme pile de livres. Tous portés sur le Japon, un pays qui, depuis que j'en avais appris l'existence, exerçait sur moi une fascination étrange. Je me souviens encore de mon enthousiasme en entrant dans notre ancienne maison pour parler de cette contrée intrigante à ma famille.
Au moment même où j'ai mentionné mon nouvel intérêt, ma mère a eu l'air frappée de plein fouet. Son visage est devenu livide, sa bouche s'est ouverte, ses yeux se sont écarquillés, et tout son corps s'est figé. Je me suis dit que j'étais dans de beaux draps. Mais après avoir repris ses esprits et m'avoir assuré que je n'avais rien fait de mal, elle a appelé ma sœur et elles m'ont toutes deux raconté l'histoire de cette fameuse nuit où je m'étais transformé en japonais. Ou bien possédé. Je n'ai aucun souvenir de cette histoire, mais ma mère me la raconte encore aujourd'hui. J'avais environ 5 ans et à la télévision il y avait un reportage commémorant l'anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor. Quand le sujet s'est terminé, je me suis tourné vers elle et, sans hésitation, j'ai commencé à lui raconter une histoire incroyablement précise. Pendant près de 2 heures, j'ai parlé comme si j'avais été le second officier d'un navire de guerre. J'ai donné le nom du bâtiment, j'ai décrit l'endroit exact où il se trouvait avant de sombrer, j'ai parlé de l'équipage et j'ai cité plusieurs marins par leur nom, comme si je les avais réellement connus. J'ai même raconté à quoi ressemblait le capitaine, les odeurs d'huile et de métal qui flottaient sur le pont, le bruit de l'eau contre la coque et la façon dont la chaleur pesait dans l'air ce jour-là. Ma mère, interloquée, a d'abord cru que j'inventais, mais plus je parlais et plus mes descriptions semblaient trop détaillées pour être le fruit de l'imagination d'un enfant. Plus tard dans la journée, intriguée, elle est allée à la bibliothèque municipale pour vérifier ce que j'avais dit. Et à sa grande stupeur, elle a découvert que tout correspondait, le nom du navire, son emplacement lors de l'attaque, la composition de l'équipage, jusqu'au nom que j'avais mentionné. Tout concordait avec les archives. Je n'ai jamais gardé de souvenir de ce moment, mais ma mère en parle encore aujourd'hui, surtout quand elle évoque la partie la plus troublante. J'avais décrit avec une précision glaçante la manière dont j'étais mort à bord de ce navire. Personne ne me croit. Pas une seule personne. Tout le monde rit et pense que je suis juste un type bizarre. Vous allez sans doute lire ça et penser la même chose, mais tant pis. J'ai vu un requin dans mon rétroviseur. Je rentrais du travail tard dans la nuit, vers 1 heure du matin. Je travaillais dans le secteur d'Alliance, près de la I-35 à Fort Worth, et j'habitais à Denton. J'étais sur la 35, et à part quelques poids lourds devant moi, j'étais seul sur la route. Ceux qui connaissent ce tronçon savent qu'il est extrêmement sombre la nuit. Pas de lampadaire, pas de sortie, juste des kilomètres de route entourés de campagne jusqu'à Denton. J'étais sur le point de passer de la voie de gauche à celle de droite. Je regarde mon rétroviseur et là, éclairé en rouge par mes feux arrière, je vois un énorme requin. Il nageait comme si nous étions sous l'eau, fonçant droit sur moi, la gueule grande ouverte, des rangées de dents acérées prêtes à frapper. J'ai crié et j'ai tourné brusquement la tête vers la fenêtre, plus rien. Parti. Il n'y avait personne derrière moi, pas de voiture, pas de camion, et évidemment pas de requin géant. Comme si rien ne s'était passé. Je me suis rangé sur le bas-côté, tremblant et en sueur. Tout cela s'était déroulé en une fraction de seconde et je n'avais aucune idée de comment comprendre ce que je venais de voir. Un requin était apparu dans mon rétroviseur, prêt à déchiqueter l'arrière de ma voiture. Cette image me hante encore aujourd'hui, encore et encore. Je ne suis pas fou. Je n'ai aucun antécédent de maladie mentale, personne dans ma famille non plus. À l'époque, je n'avais jamais touché à aucune drogue hallucinogène. Je n'avais jamais eu, et je n'ai jamais eu depuis, la moindre hallucination. Et pourtant, chaque fois que j'en parle, on me prend pour un menteur ou pour un dingue. J'aimerais presque que ce soit le cas. Mais je l'ai vu, ce requin. Il m'a vu lui aussi. Et il voulait mon sang. J'étais assis dans la voiture avec mon père et ma sœur. Nous roulions tranquillement et ils parlaient tous les deux quand, soudain, leurs voix se sont arrêtées net. Je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai vu que la voiture juste à côté de nous était complètement immobile, comme figée. Pas seulement arrêtée à un feu, mais totalement figée, sans le moindre mouvement, comme une image suspendue. Ce qui m'a troublé, c'est que mon iPod continuait à jouer de la musique dans mes oreilles et que je pouvais bouger normalement, comme si le temps ne s'était figé que pour le reste du monde.
Je regardais autour de moi, incapable de comprendre, et tout semblait gelé, silencieux, irréel. Puis, après environ 5 secondes, tout est redevenu normal, les voix de mon père et de ma sœur ont repris comme si rien ne s'était passé, la voiture d'à accent grave côté a redémarré, et le flot du monde avait repris sa course. En 5e, il y avait une assemblée pour distribuer des prix aux enfants qui avaient vendu le plus de choses en porte-à-porte. Nous étions tous dans le gymnase, et une fois terminé, les classes commençaient à sortir. Comme ma classe se trouvait la plus proche de la porte située à gauche du gymnase, nous avons été les premiers à nous aligner pour partir. J'étais tout à l'arrière de la file et je voyais mon ami Wesley vers l'avant. En sortant, il se cogne violemment l'épaule contre la partie centrale qui sépare les deux battants de la porte. La file continue à avancer, et lorsque je franchis à mon tour la porte, je me rends compte qu'il n'y a plus que mon ami qui se trouvait juste devant moi et 3 filles. Nous n'étions plus que 5 dans le couloir, entièrement seuls. Nous avons d'abord pensé que les autres s'étaient simplement avancés plus vite que nous, mais c'était impossible, car le couloir était trop long pour qu'ils aient disparu si rapidement. Nous sommes donc retournés en classe, mais elle était vide, tout comme les autres salles. L'une des filles dit alors, « Ce n'était pas cours d'art plastique après ? Peut-être qu'ils sont allés directement en salle d'art. » Nous avons donc continué, tourné à gauche et vérifié, mais la salle était vide elle aussi. Quelqu'un a alors demandé, « Mais où sont-ils allés ? » Retournons au gymnase. Les filles sont reparties par le même chemin, tandis que mon ami et moi avons pris l'autre côté. L'école était petite et les couloirs formaient un grand carré. Comme la salle d'art était exactement en face du gymnase, revenir par l'un ou l'autre côté représentait la même distance. Nous sommes arrivés au gymnase, en même temps que les filles, et aucun de nous n'avait vu âme qui vive en chemin. Les salles de classe que nous avions traversées étaient toujours vides. Alors nous sommes rentrés dans le gymnase. Il était presque désert. Quelques adultes rangeaient, et l'un d'eux descendait la grande banderole accrochée en hauteur sur le mur. La toute dernière classe sortait encore par les autres portes du gymnase, celle qui donnait sur le même couloir. Je me retourne alors et je suis de nouveau à l'arrière de la file. Toute ma classe est devant moi, en train de sortir par la porte. Je me suis d'abord dit, comment ai-je pu rater ça ? Je dois être confus. Mais juste après, je vois Wesley, tout devant, se cogner à nouveau l'épaule contre la partie centrale des doubles portes, exactement comme avant. Puis je me retourne encore une fois et je vois les adultes qui commencent seulement à ranger, et la banderole toujours suspendue au mur. J'en ai parlé avec les 4 autres. Nous étions tous d'accord sur ce que nous avions vécu et nous n'avions aucune explication. L'une des filles était d'ordinaire une sceptique absolue, du genre à ne croire à rien, même aux choses les plus banales comme « j'ai vécu dans le même état qu'Abraham Lincoln ». Pourtant, elle aussi était complètement troublée et admettait que quelque chose de bizarre s'était produit. Je n'en ai jamais parlé à personne en dehors de ce groupe et, à ma connaissance, aucun d'entre eux non plus. Mais pendant plusieurs jours, ce fut le seul sujet de conversation entre mon ami et moi. J'étais seul à la maison, j'avais peut-être 13 ou 14 ans. J'occupais l'étage du bas tandis que mes parents vivaient à l'étage supérieur, là où se trouvaient le salon, la cuisine et leur chambre. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils étaient partis en voyage dans un autre état et que j'étais donc seul. Je passais le temps devant l'ordinateur, quand soudain j'ai entendu quelqu'un courir dans l'escalier. Mon premier réflexe a été de croire que mes parents venaient de rentrer, car le bruit était clair, rapide et lourd, comme des pas bien réels qui montaient les marches. J'ai quitté ma chambre, j'ai grimpé à mon tour et j'ai poussé la porte qui donnait sur la cuisine. La scène m'a glacé. Tous les placards de la cuisine étaient ouverts. Pas à moitié, pas en désordre, mais parfaitement alignés à angle droit, chaque porte grande ouverte à 90 degrés, sans qu'aucune ne touche une autre. Ce n'était pas le geste d'une précipitation ou d'une panique, c'était méthodique, presque soigneux. Et cela s'était produit en l'espace de quelques secondes, juste après les bruits de course que j'avais entendus. Paniqué, j'ai immédiatement appelé mes parents, mais ils étaient toujours à des centaines de kilomètres de là.
J'ai alors vérifié toutes les portes de la maison, elles étaient verrouillées, aucune trace d'intrusion. Pourtant, quelqu'un, ou quelque chose, avait été là. J'avais probablement 11 ou 12 ans à l'époque. Mon groupe d'amis était composé des gamins de ma rue. Certains auraient sans doute considéré que nous vivions dans le « ghetto ». Au bout de notre rue, il y avait une vieille maison délabrée, peinte en vert foncé. Elle était abandonnée depuis des années et je n'avais jamais vu personne y entrer ou en sortir. La peinture s'écaillait, les tuiles tombaient, l'herbe restait haute. Mes amis et moi passions devant chaque jour en allant et revenant de l'école. Un jour, en rentrant de l'école, un ami m'a lancé le défi de frapper à la porte. Poussé par mes hormones et mon envie d'impressionner les filles de la rue, j'ai accepté. Mon plan était de frapper et de m'enfuir. Je me suis approché du porche sous le regard de mes amis restés dans la cour. Chaque pas faisait craquer les lattes de bois. Sans trop savoir pourquoi, au lieu de frapper, ma main s'est posée sur la poignée. Je l'ai tournée à fond, et la porte était ouverte. Pris de panique, j'ai couru rejoindre le groupe et leur ai raconté ce que j'avais découvert. Nous avons convenu de revenir plus tard, dans la nuit, pour explorer. Ce soir-là, seul Ben, Justine et moi nous sommes retrouvés. Les autres, sûrement trop effrayés ou incapables de sortir en douce, ne sont pas venus. Il faisait noir complet. Nous avions quelques lampes torchées et des bâtons pour nous défendre. Le cœur battant, nous nous sommes approchés de la porte. Je l'ai tournée de nouveau et ce que nous avons vu restera gravé en moi. L'intérieur de la maison était impeccable. Tout brillait de propreté. Le mobilier semblait dater du début du XXe siècle, mais paraissait presque neuf. L'extérieur décrépit ne laissait absolument pas deviner un tel intérieur. Une lumière émanait de l'étage, éclairant le rez-de-chaussée, sauf certaines pièces comme la cuisine et un second salon. J'avais une sensation étrange au ventre, un mélange d'angoisse et de fascination. Au lieu d'explorer, nous avons simplement suivi la lumière à l'étage. Nos bâtons nous rassuraient un peu, mais pas assez pour calmer nos nerfs. Dans le couloir, nous avons vu de la lumière filtrée par le bas d'une porte. Nous nous sommes approchés, l'avons ouverte, et la pièce entière, du sol au plafond, était peinte en rouge. Une seule ampoule nu pendait du plafond, éclairant l'espace. Je ne me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé ensuite, sauf que je me suis retrouvé à courir dehors. Là, mes voisins redneck étaient présents. Ils ont appelé la police et j'ai dû expliquer ce qui s'était passé. Quand les agents ont vérifié la maison, ils ont affirmé qu'elle était complètement en ruine, sans meubles, avec seulement de la vieille moquette et des papiers éparpillés. Nos parents ont été mis au courant et tout est devenu confus après ça. Pendant un mois, je n'ai plus mis les pieds dehors. On me conduisait désormais à l'école. Quelques semaines plus tard, en passant devant en voiture, j'ai vu la maison complètement barricadée. Les fenêtres et la porte étaient clouées, il y avait du ruban jaune de la police autour du porche, et un avis condamné placardé sur la porte. J'étais perdu. Des années plus tard, j'ai appris qu'une fille avait été violée. Ses agresseurs, pensant l'avoir tuée, l'avaient enfermée dans la chambre à l'étage. Elle s'était suicidée et la pièce avait été entièrement couverte de son sang. J'en ai encore des frissons rien qu'à y penser. Vers 2003, j'étais en classe de 5e. C'était le printemps et je passais l'après-midi chez un ami avec plusieurs camarades. Nous étions absorbés par des jeux vidéo quand sa mère nous a suggéré d'aller profiter du beau temps. Alors nous avons décidé de sortir marcher dans le quartier. Nous avons emprunté les rues résidentielles, bordées de maisons de banlieue bien rangées, en direction d'un secteur proche de l'endroit où un de mes cousins avait grandi. Arrivés presque à destination, nous avons aperçu un jeune homme d'une vingtaine d'années qui faisait des allers-retours à toute vitesse sur un quad. Il montait et descendait une route en pente, profitant des bosses du terrain pour accélérer et jouer avec la vitesse. Juste avant qu'il n'atteigne le sommet de la colline, l'un de nous a eu cette idée étrange et un peu malsaine, se donner la main et lancer une sorte de « sort » pour qu'il chute. Nous avons fermé les yeux, récité la même phrase 3 fois, comme un petit rituel improvisé, et quand nous les avons rouverts,
le quad avait déjà entamé la descente. Soudain, le conducteur a perdu le contrôle. La machine a basculé et il a été projeté en avant, roulant sur lui-même de façon spectaculaire, heurtant le sol à répétition alors qu'il filait à près de 60 km/h. La scène avait tout d'un accident brutal, sorti de nulle part. À ce jour, je garde encore la sensation troublante que ce que nous avons fait a eu un lien avec sa chute. Quand je suivais des cours d'été pendant ma licence, j'ai fait un rêve à propos de mon ex. Nous nous étions séparés environ 1 an et demi avant ce rêve. C'est le rêve le plus étrange que j'ai jamais vu, et je n'arrive pas à en me rappeler tous les détails, mais voici l'essentiel. Le rêve a commencé dans un espace noir et vide. Puis, lentement, un paquet de fromage Münster de la marque Jewel est apparu dans mon champ de vision, jusqu'à occuper tout l'espace noir. Alors, une voix, qui ressemblait à la mienne mais en plus grave, a dit « Maintenant que j'ai ton attention ». Ensuite, une avalanche d'images de ma relation passée a défilé, comme un diaporama en accéléré. Quand cela s'est terminé, la même voix a dit « Maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire ». Je me suis réveillé en criant « Elle a avorté ». J'étais évidemment bouleversé, mais en essayant de me rappeler ce fameux diaporama, les images commençaient déjà à s'effacer. J'ai donc laissé tomber et je me suis rendormi. Une semaine plus tard, en supprimant des contacts de mon téléphone, je suis tombé sur le numéro de la sœur de mon ex, ce qui m'a rappelé mon rêve. Juste pour le fun, j'ai décidé de l'appeler et de lui demander carrément si mon ex avait avorté. Après un long silence, sans doute 3 à 5 secondes, mais qui m'ont paru une éternité, elle a répondu « Comment t'as su ça ?» J'ai eu l'impression de me prendre un coup de massue. Ma vision s'est rétrécie, des étoiles sont apparues devant mes yeux. J'ai lâché sans réfléchir, c'était de moi. Elle a simplement répondu, probablement. Il m'a fallu plusieurs jours pour retrouver une vie normale après ça. Il y a quelque temps, j'ai pris une photo avec mon téléphone portable alors qu'un de mes amis faisait un salto arrière. J'ai appuyé sur le bouton au moment parfait, et j'ai réussi à capturer l'instant précis où il était en plein milieu de sa figure. J'étais vraiment fier de cette photo, parce qu'elle avait quelque chose de dynamique et de rare, comme si le temps s'était arrêté une fraction de seconde. Mais plus tard, quand je l'ai regardé de plus près, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. On aurait dit que mon ami avait une main démoniaque. La forme était rouge, avec 3 longs doigts pointus, presque comme des griffes. Ce n'était pas une de ces illusions où l'on croit distinguer vaguement une forme si on plisse les yeux. Non, c'était net, précis, et impossible à ignorer. J'ai grandi dans une famille très religieuse, alors la première pensée qui m'est venue concernait les histoires que j'entendais petit, celles qui parlaient de pactes avec le diable pour obtenir des dons ou accomplir des prouesses incroyables. Sur le moment, ça m'a troublé, parce que l'image semblait confirmer ce genre de récit. J'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Peut-être que ses chaussures rouges s'étaient confondues avec sa main à cause du mouvement, et que l'appareil photo avait créé une sorte de flou étrange. C'était possible, mais en regardant encore et encore, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un malaise. Avec le temps, j'ai fini par me dire que ce n'était rien de plus qu'un hasard, une photo déformée par la vitesse. Pourtant, au fond de moi, je garde encore le souvenir de cette silhouette inquiétante, comme si l'appareil avait saisi quelque chose qui ne m'était pas destiné. Ce n'est pas mon histoire, mais celle que mon grand-père m'a racontée à propos de 3 expériences de mort imminente qu'il a vécues. La première s'est produite alors qu'il vivait dans une petite ville de Grèce occupée par les nazis. Lui et ses amis étaient pratiquement considérés comme prisonniers de guerre. Un jour, l'un des soldats nazis disparut. Les autres en conclurent que mon grand-père et ses camarades l'avaient tué. Ils les alignèrent contre un mur pour les exécuter. Les nazis commencèrent à compter à rebours depuis 10. Juste avant que les tirs ne partent, mon grand-père fut pris d'une intuition soudaine et se mit à crier « Stamata », ce qui signifie « arrête » en grec. Celui qui allait tirer s'arrêta.
Presque aussitôt, le soldat porté disparu sortit des buissons, ivre et titubant. Il y eut alors des rires maladroits, quelques excuses, et mon grand-père ainsi que ses amis furent libérés. Les nazis furent impressionnés par son pressentiment, d'autant plus que tous étaient les yeux bandés. La deuxième expérience arriva un peu plus tard. Mon grand-père et des amis se trouvaient dans une clairière traversée par un grand mur de pierre. Poussés par la curiosité, ils décidèrent de l'escalader et de sauter de l'autre côté. Mon grand-père, de nouveau pris d'un mauvais pressentiment, préféra aller chercher une échelle pour grimper. Quand il revint et monta à l'aide de l'échelle, il découvrit que ses amis avaient été abattus de l'autre côté. Enfin, mon grand-père était un homme très religieux, qui allait à l'église chaque dimanche matin. Mais un jour, il fit la grasse matinée, ce qui était totalement inhabituel pour lui. Il se prépara en vitesse et se rendit à l'église, mais en arrivant il découvrit qu'une bombe était tombée dessus, tuant tous ceux qui s'y trouvaient. Ces 3 événements l'ont marqué toute sa vie. Quand j'étais en seconde, il y avait un garçon dans ma classe qui avait la réputation d'être un peu étrange. De temps en temps, il disait qu'il était un voyageur du temps. La plupart d'entre nous pensaient que c'était juste une blague bizarre ou une façon de se rendre intéressant. Personne ne le prenait vraiment au sérieux. Un jour, on devait faire la photo de classe pour l'album de fin d'année. Tout le monde s'était rassemblé dans le gymnase, les élèves prenaient place sur les gradins pendant que le photographe préparait son matériel. C'est à ce moment-là que ce garçon a commencé à refuser catégoriquement d'apparaître sur la photo. Il répétait sans cesse qu'il ne pouvait pas y figurer, que cela allait perturber sa vie, son futur, ou comme il disait, foutre en l'air son voyage temporel. Le professeur a essayé de calmer les choses en lui expliquant que la photo n'était pas optionnelle et qu'il devait s'y soumettre comme tout le monde. Mais le garçon insistait, sa voix montait, il devenait nerveux, presque en colère. Toute la classe l'observait, certains riaient discrètement, d'autres commençaient à se sentir mal à l'aise. On ne voyait plus un simple caprice, mais une véritable panique. Finalement, devant son refus, quelqu'un a pris une photo de lui séparément, contre son gré, et plus tard, son image a été collée sur la photo de groupe. Le résultat était un peu étrange, comme si sa présence n'était pas vraiment la même que celle des autres, comme s'il avait été ajouté de force dans un moment où il ne voulait pas exister. Avec le recul, on en rigolait souvent en disant que c'était juste un type bizarre. Pourtant, une partie de moi se demande encore si lui, au fond, croyait vraiment à son histoire de voyageur du temps, et si, pour lui, cette photo représentait une menace réelle. Quand j'avais 6 ans, ma mère m'avait offert un collier en argent. C'était une fine chaîne avec un petit pendentif en forme de colombe. Je l'adorais. En 4e, ma sœur aînée m'a demandé de le lui prêter pour ses photos de fin d'études. J'ai refusé, parce qu'elle avait la réputation de perdre les bijoux et, en général, d'être négligente avec les affaires empruntées. Malgré tout, elle a volé le collier dans ma chambre et l'a porté pour sa séance photo. Après sa séance, son petit ami est venu la chercher. Ils sont allés à la plage, puis dîner, puis chez un ami, et enfin ils ont couché ensemble chez lui, ses parents n'étant pas là. Pendant tout ce temps, elle a perdu mon collier. J'étais furieux. Je l'ai obligé, ainsi que son petit ami, à refaire tout leur parcours pour tenter de le retrouver. Rien à faire. J'étais dévasté. Avançons dans le temps, j'avais 21 ans et je vivais dans mon premier appartement, où j'habitais depuis mes 18 ans avec ma meilleure amie. Un jour, en rentrant de l'un de mes boulots, j'ai décidé de faire le ménage à fond. J'ai frotté, dépoussiéré, fait la lessive, et finalement je me suis mis à passer l'aspirateur dans le salon. Soudain, l'aspirateur a avalé quelque chose qui ne sonnait pas comme d'habitude. Je l'ai éteint, je l'ai retourné, et j'ai démonté le cache de la brosse. Enroulé autour de la brosse se trouvait une fine chaîne. Je l'ai délicatement démêlée, et c'était mon collier disparu. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Je l'ai encore aujourd'hui, même si la chaîne était trop abîmée pour être réparée. Pour les sceptiques, ma sœur n'était jamais venue dans mon appartement.
J'avais acheté cet aspirateur neuf 2 ans plus tôt. Aucun des meubles ne venait de la maison familiale. Il n'y avait absolument aucune explication rationnelle. J'ai pourtant cherché, j'ai même demandé à ma colocataire si ma sœur avait pu lui donner le collier pour me piéger. Mais non. Ma sœur et mon ami ne se fréquentaient pas. Toute ma famille a été bouleversée par cette histoire, surtout ma sœur. Elle m'a finalement avoué qu'elle était presque sûre d'avoir perdu le collier à la plage, parce qu'il s'était chamaillé dans l'eau ce jour-là. Elle ne me l'avait jamais dit avant, de peur que je sois encore plus en colère contre elle et son manque total de respect pour mes affaires. Quand j'étais en classe de CP, je passais un test comme tous les autres enfants, concentré sur ma feuille, quand soudain j'ai remarqué des gouttes rouges tomber sur mon bureau. Elles se sont multipliées jusqu'à former une petite flaque, et en posant ma main sur mon visage j'ai compris que j'avais une énorme saignée de nez. La panique m'a saisi immédiatement. Je craignais que toute la classe se retourne, que tout le monde me regarde et se mette à rire de moi. Essayant de cacher mon visage avec ma main, j'ai demandé à l'enseignante si je pouvais aller aux toilettes. Elle a répondu oui, sans sembler remarquer la moindre chose étrange. J'ai bondi de ma chaise et couru dans le couloir, la honte au ventre. Arrivé dans les toilettes, je me suis précipité vers le lavabo pour laver mes mains couvertes de sang. Mais au moment où je les ai passées sous l'eau, j'ai eu un choc, il n'y avait rien. Mes mains étaient propres. Je me suis approché du miroir, le cœur battant. Mon visage n'avait pas la moindre trace, pas de rougeur, pas de sang séché, rien. C'était comme si tout avait été inventé par mon esprit. Quand je suis retourné à ma place, il n'y avait plus de flaque sur le bureau, plus aucune marque, comme si rien ne s'était passé. Mes camarades continuaient d'écrire calmement, indifférents à ce que je venais de vivre. Il y a quelque temps, j'étais dans une librairie où j'ai trouvé un journal en cuir complètement vierge. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai ouvert et j'ai écrit une date pour ma première entrée. Mais mon esprit est resté vide, alors je l'ai rangé dans un tiroir. Une semaine plus tard, j'ai ouvert le tiroir et le livre était rempli. Du texte imprimé, une page de copyright, tout. Mais la date du copyright ? 2014, aucun auteur mentionné, et le contenu ressemblait étrangement à ma vie récente de l'époque. C'était franchement inquiétant. J'ai remis le livre dans le tiroir. J'ai ensuite cherché le titre, la maison d'édition, l'ISBN. Ce livre n'existait pas. Une semaine plus tard, j'ai rouvert le tiroir pour le vérifier à nouveau, il avait disparu. Personne d'autre dans la maison ne l'avait jamais vu. Puis, le 31 décembre, je me suis réveillé avec un appel d'un ami qui voulait que je me connecte en visio pour fêter le passage à la nouvelle année. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mes messages, et il y en avait un de sa part disant « Bonne année », daté du 31 décembre 2016. Il ne m'avait pourtant jamais envoyé de texto. Il y a aussi eu cette fois où je me suis réveillé 3 heures avant d'aller me coucher. Et puis l'été dernier, mes cheveux sont devenus rouges pendant un quart d'heure. Rouge vif, rouge éclatant. Je suis sorti de la douche, je les ai séchés, et ils étaient rouges. Je les ai cachés sous une casquette, et quand je l'ai enlevé, ils étaient redevenus bruns. Une autre fois, chez le médecin, on m'a mesuré à 1,85 m. Je fais 1,55 m. Les chiffres de la toise avaient bougé. Mes iris aussi ont viré au rose de manière aléatoire pendant toute une journée. Et puis j'ai vécu plusieurs expériences étranges avec un paquet de cigarettes. J'avais mis un paquet complètement vide dans ma poche, puis en voulant le jeter plus tard, je découvrais 1 ou 2 cigarettes dedans. Toujours le même paquet, et ça a duré environ une semaine. Le plus bizarre, c'est que c'était un paquet de Camel, mais les cigarettes sorties de nulle part étaient des Marlboro Smooth. Comme tout le monde, j'ai des souvenirs qui me traversent l'esprit sans raison, des images banales qui reviennent soudainement. Mais ce qui me trouble, c'est qu'il m'arrive régulièrement de revivre ces souvenirs quelques semaines ou quelques mois plus tard. Pas de grands événements spectaculaires, non, toujours des choses insignifiantes,
une personne qui me pose une question précise, dans un lieu exact, avec les mêmes vêtements que dans mon souvenir. Quand cela se produit, je reconnais immédiatement la scène, comme si elle avait déjà été inscrite dans ma mémoire avant de se produire réellement. J'ai fini par me demander si je souffrais de crises de déjà-vu si intenses que mon cerveau fabriquait de faux souvenirs en les projetant dans le passé, juste pour accentuer ma confusion. Ou alors, peut-être que j'ai une sorte de don, une perception étrange du temps, une capacité à entrevoir l'avenir, mais un avenir réduit aux moments les plus ennuyeux qui soient. Si c'est une forme de SP, c'est sans doute la version la plus monotone qui existe. Un autre jour, il m'est arrivé quelque chose d'encore plus étrange. J'avais un bol de soupe chaud entre les mains, et je l'ai laissé tomber. Dans un réflexe brutal, je l'ai rattrapé, mais tellement violemment qu'il a rebondi de mes paumes, s'élevant de près de 20 cm dans les airs. Instinctivement, je l'ai attrapé une deuxième fois, parfaitement, et pas une seule goutte n'est tombée. Tout cela s'est déroulé en une fraction de seconde, mais je me souviens de la scène avec une clarté absolue, comme si le temps avait ralenti autour de moi pour me permettre de réussir ce geste impossible. Peut-être que mon esprit joue avec moi, peut-être que mon corps réagit parfois comme s'il connaissait déjà la suite des événements. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, une illusion, ou quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quand j'étais adolescent, j'ai brièvement vécu avec mon père dont j'étais éloigné, car j'avais des difficultés avec ma mère. Je n'avais jamais habité avec lui auparavant. Il n'avait jamais été présent durant mon enfance à cause de ses problèmes de dépendance, mais il avait fini par se reprendre en main, trouver un travail et rejoindre les Alcooliques Anonymes. Il adorait chiner et collectionner tout un tas de bric-à-brac. Un jour, il avait trouvé une peinture représentant une vieille cruche de contrebandier posée sur une souche d'arbre. Elle était si banale qu'elle en devenait remarquable. J'avais même écrit une petite histoire à son sujet, imaginant comment cette cruche avait atterri sur cette souche. Environ 9 mois après que j'avais commencé à vivre chez lui, mon père avait replongé dans l'alcool et la drogue. Je suis parti après qu'il eut volé ma collection de pièces pour financer ses achats. Il avait déjà vendu le tableau et tout ce qui avait un tant soit peu de valeur. Rapidement, il s'était retrouvé en prison pour avoir escroqué quelqu'un afin de s'acheter de la drogue et de l'alcool. 12 années se sont écoulées depuis. Mon père a été libéré après 2 ans de détention et, cette fois, il s'est vraiment repris en main. Il est sobre depuis 11 ans maintenant. Notre relation n'a jamais vraiment retrouvé ce qu'elle aurait pu être, mais elle n'est pas mauvaise aujourd'hui. L'été dernier, je parcourais Craigslist et je suis tombé sur une annonce amusante, peinture de vaisselle en brun, 12 $. J'ai cliqué dessus, et c'était bel et bien le tableau. Je le savais, car son cadre était unique. Et puis, personne n'aurait jamais peint 2 horreurs pareilles. J'ai écrit au vendeur, mais le tableau avait déjà été vendu. J'espérais seulement que l'acheteur saurait en prendre soin. Plus tard dans la journée, mon père a débarqué chez moi à l'improviste, ce qu'il fait rarement. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la grande peinture qu'il portait en entrant. J'ai secoué la tête, incrédule. Il avait vu l'annonce juste avant moi et avait racheté le tableau pour me l'offrir. Il y a environ 7 ans, j'avais 15 ans, quand un souvenir étrange s'est imposé à moi. Ce n'était pas comme un rêve ou une impression vague, mais une véritable mémoire, précise et détaillée, d'un moment que je ne savais pourtant pas dater. Je revoyais une soirée où ma sœur et moi étions dans l'appartement de nos voisins. Tout le monde paraissait bouleversé, ma sœur pleurait à chaudes larmes, et moi je restais assis à observer autour de moi, perdu dans mes pensées. Je me rappelais même que la télévision diffusait les MTV Music Awards et que je savais qui allait gagner. Ce souvenir me hantait parce qu'il était complet, limpide, et pourtant je ne parvenais pas à me rappeler à quel moment de ma vie il avait pu arriver. Pendant 2 semaines, j'y ai pensé sans relâche, en essayant de combler le vide qui précédait la scène. Il me manquait le déclencheur, l'événement qui avait conduit à cet instant. Puis, une nuit, tout s'est révélé. Ma mère est morte dans la pièce voisine. Mon père est venu nous annoncer la nouvelle, en larmes, et ma sœur s'est effondrée en sanglots. Comme dans mon souvenir, il nous a conduits chez nos voisins.
Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais vu dans ma tête. Ma sœur, incapable de se calmer, a été installée avec moi dans la salle où se trouvait la télévision. Alors, presque machinalement, j'ai allumé les MTV Music Awards, parce que je savais que ma sœur voulait les regarder. Je connaissais déjà le déroulement, je savais qui allait gagner, tout correspondait. Cela s'est passé il y a seulement quelques nuits. Des amis et moi rentrions à la maison après avoir passé la journée dans un chalet. Nous roulions en direction de Los Angeles, donc la circulation était mauvaise comme d'habitude. Nous avions 2 voitures pleines de monde mais nous n'avions pas pris la peine de rester ensemble sur la route. À un moment, la voiture devant nous nous a appelés pour demander si nous étions déjà dans les embouteillages. Par chance, non. Nous avons donc pris la sortie suivante pour passer par des petites rues. 1 heure plus tard, nous étions déjà rentrés chez nous et nous avons pris des nouvelles de l'autre voiture. Ils nous ont expliqué que rien n'avait bougé, que toutes les voitures étaient éteintes et que des gens erraient sur l'autoroute comme dans un film de zombies. Les hélicoptères et les hordes de voitures de police ne faisaient qu'ajouter à la tension. À la maison, nous avons cherché en ligne pour comprendre ce qui s'était passé mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons commencé à plaisanter en disant que c'était sûrement des extraterrestres et que le gouvernement essayait de cacher la vérité. Finalement, nous avons trouvé un rapport sur Sigalair, le site officiel de la California Highway Patrol, qui disait qu'une Honda Accord grise était tombée en panne dans la voie réservée au covoiturage, exactement là où le trafic s'était arrêté. Nous avons fait une capture d'écran et l'avons envoyée à l'autre voiture. 5 minutes plus tard, nous recevons un appel de leur part. Vous avez vu le rapport qu'on vous a envoyé, demandons-nous. Oui, mais est-ce que vous venez juste de le trouver? Parce que la circulation a commencé à bouger il y a à peine 1 minute, et juste après avoir lu le rapport nous étions dans la voie de covoiturage quand ça s'est de nouveau bloqué. J'ai levé les yeux et une Honda Accord grise s'est arrêtée juste devant nous. Le conducteur est sorti, a ouvert le capot et essaie en ce moment même de comprendre pourquoi sa voiture est tombée en panne. C'était en 1985, j'avais 9 ans à peine. Nous vivions en Floride, tandis que toute la famille de mon père était restée à Buffalo. Ce soir-là, il devait être 9 ou 10 heures, quand la sonnette d'entrée a retenti. J'ai couru vers la porte, curieux de savoir qui pouvait bien venir à une heure pareille. Mon père m'a arrêté d'un geste, me disant d'attendre derrière lui, parce qu'il trouvait ça étrange qu'on frappe si tard. Il a ouvert la porte et je suis resté juste derrière son dos. Mais il n'y avait personne. Le porche était vide, silencieux, comme si la sonnette s'était déclenchée toute seule. Mon père est resté là, immobile, à regarder devant lui, sans même chercher autour. L'air semblait lourd, presque figé. Puis, soudain, le téléphone a sonné à l'intérieur de la maison. Ma mère s'est précipitée pour répondre, et la voix de la sœur de mon père s'est fait entendre depuis Buffalo. Elle appelait pour annoncer une terrible nouvelle, son frère Jacques venait de mourir. Un silence étrange a envahi la maison. Nous étions tous bouleversés, pris entre la douleur de l'annonce et le souvenir encore brûlant de cette sonnette sans visiteur. La pensée s'est imposée à chacun de nous, sans qu'on ose vraiment la dire à haute voix. Jacques avait frappé à la porte, une dernière fois, pour voir son frère avant de partir pour de bon. Quand j'étais en poste en Italie, j'avais ma propre maison à Pordenone. C'était une maison avec 3 chambres, bien trop grande pour un célibataire comme moi. Je dormais dans le salon, près de la télévision, car les chambres du fond et le couloir étaient toujours froids et me donnaient des frissons. Mais ce n'est pas vraiment le plus important. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange. Un enfant aux cheveux dorés courait depuis ce couloir du fond jusqu'au salon, comme s'il cherchait refuge. Je l'ai pris dans mes bras alors que des démons surgissaient du couloir et des coins du salon. Ils nous entouraient. J'ai couru vers la porte latérale qui menait au porche, mais Cerbère se tenait là. Alors j'ai couru vers la porte d'entrée, mais je les voyais descendre la rue. C'est à ce moment que l'enfant a commencé à briller d'une lumière incroyable. Les démons se sont mis à siffler avant de disparaître. Puis je me suis réveillé.
Une semaine plus tard, j'ai trouvé un cheveu doré sur ma veste d'uniforme qui pendait sur la chaise de la salle à manger. Je ne connaissais personne avec de longs cheveux blonds et bouclés, et encore moins quelqu'un qui serait venu chez moi, puisque j'étais toujours seul. Pourtant, ce cheveu était bien là. Je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à la semaine suivante où j'en ai trouvé un autre, posé sur l'oreiller de mon canapé. Cela m'a interpellé, mais j'ai encore choisi de l'ignorer. Quelques semaines plus tard cependant, alors que je marchais dans ce fameux couloir, j'ai remarqué un cheveu doré qui dépassait du trou de mon porte-encens, posé sur l'étagère. Depuis, il m'arrive encore de trouver, de temps en temps, ces petits cheveux dorés. C'était en juin 1995. J'avais prévu de sortir en boîte avec ma sœur, son petit ami et 4 autres personnes. Nous étions tous réunis devant un café, prêts à monter dans un grand 4x4 pour y aller ensemble. Juste au moment où je m'apprêtais à grimper à l'arrière avec les autres, le téléphone public du café a sonné. C'était encore l'époque où tout passait par ces cabines, bien avant que chacun ait un portable dans la poche. Je décroche et j'entends la voix de mon ex. Elle insistait pour me voir, elle voulait absolument venir avec nous et m'a demandé de rester en arrière pour l'attendre. J'ai hésité un instant mais finalement, un ami et moi avons accepté. 10 minutes plus tard, elle est arrivée et nous avons pris la route vers le club. À mi-chemin, nous avons été bloqués dans un énorme embouteillage. Les voitures étaient serrées les unes contre les autres, les klaxons résonnaient et les minutes s'étiraient sans qu'on avance vraiment. Sur le moment, je n'y ai pas prêté grande attention, pensant que c'était juste un accident sur l'autoroute ou peut-être des travaux, et je me suis simplement demandé si mes amis qui étaient partis dans le 4x4 n'étaient pas coincés eux aussi quelque part dans la file. Nous avons fini par arriver devant le club. Le parking était plein, la musique résonnait à travers les murs, mais mes amis n'étaient pas là. Nous avons attendu quelques minutes, puis, en les cherchant à l'intérieur, personne ne les voyait. Tout le monde a fini par hausser les épaules en se disant qu'ils avaient peut-être fait demi-tour pour rentrer chez eux. Pourtant, un malaise a commencé à se former en moi, une sensation étrange que je n'arrivais pas à chasser. La nuit a continué malgré tout. Nous avons pris à manger, discuté un peu, dansé, puis l'ambiance a lentement perdu son éclat. Au petit matin, vers 6 heures, je suis rentré à la maison familiale. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mes parents étaient debout dans le salon, leurs visages graves, mes frères et sœurs silencieux. L'air semblait lourd, presque étouffant. Ma mère s'est approchée de moi, les yeux remplis de larmes, et m'a dit une phrase qui résonne encore dans ma mémoire comme un coup de tonnerre. Il y a eu un accident. Cathy et Sean sont morts. Le monde s'est figé autour de moi, comme si le temps s'était arrêté. Tout ce qui avait semblé banal la veille, ce détour imprévu, ce simple appel sur un téléphone public, venait de prendre une dimension que je n'aurais jamais pu imaginer. Je vis à Chicago. C'est une très grande et belle ville, et ironiquement aussi celle qui sert de décor à Matrix, avec les mêmes noms de rues, etc. L'un de mes passe-temps, lors des journées vraiment agréables, est d'aller dans le centre-ville et de suivre des gens étranges pour voir ce qu'ils font. Je crois que cela s'appelle être un flâneur en français, et j'ai vécu des choses vraiment très bizarres en suivant certaines personnes, des situations qu'on pourrait comparer à des bugs dans la matrice, même si je n'avais jamais pensé à ça sur le moment. L'expérience qui reste la plus marquante dans mon esprit s'est produite il y a quelques étés. C'était un samedi et je m'entraînais avec un groupe de parcours. La session se terminait vers 18h et tout le monde se préparait à rentrer ou à aller ailleurs. J'étais assis dans un grand arbre que nous aimions grimper et j'observais un homme très étrange qui nous regardait littéralement depuis le matin, vers 10h. Il devait avoir la vingtaine avancée, mince mais musclé, portait des lunettes de soleil, une chemise à manches courtes vert fluo et rose, ainsi qu'un short cargo. Il était resté assis là pendant 8 heures sans bouger, sauf pour changer légèrement de position quand quelque chose lui semblait impressionnant. À ce moment-là, il ne restait que 4 personnes, un traceur, ses 2 amis, et moi. L'homme s'est levé, est allé vers le groupe de 3, et a dit quelque chose. Cela paraissait intense.
Les deux filles se sont figées tandis que le garçon levait les bras en l'air puis les laissait retomber dans un geste brusque, comme un énorme haussement d'épaule. Ils étaient trop loin pour que je puisse entendre ce qu'il avait dit. J'ai sauté de mon arbre, raté ma réception, et me suis précipité maladroitement vers eux. Apparemment, l'homme était déjà parti et je l'ai aperçu descendant rapidement les escaliers en direction de Michigan Avenue, la rue principale du centre de Chicago. J'étais déterminé à le suivre mais je voulais d'abord m'assurer qu'il n'était pas dangereux. Quand je suis arrivé auprès des trois jeunes, les deux filles étaient restées figées, silencieuses. J'ai demandé ce qu'il en était de l'homme, et le garçon m'a répondu, d'un ton presque vexé, « Quel homme ? Il n'y a que moi et ces deux filles. » Pendant une fraction de seconde, son visage a semblé se crisper comme s'il essayait de se souvenir de l'homme, comme s'il devait s'en souvenir, mais l'expression a disparu aussi vite que l'homme lui-même. Devant son refus de poursuivre sur ce sujet, je me suis tourné et j'ai couru dans l'escalier vers Michigan Avenue. J'ai regardé à gauche, puis à droite, encore à gauche, puis à droite. Impossible de le repérer. Moins d'une minute s'était écoulée depuis qu'il avait commencé à marcher et il n'était déjà plus là. Il aurait pu traverser la rue, mais il aurait dû attendre une accalmie dans la circulation pour le faire. En dehors de cela, la rue était étrangement vide de piétons. À ma droite s'ouvrait un parc, à ma gauche une circulation dense, et aucun signe de l'homme. C'est alors que j'ai entendu un cri derrière moi. Je suis retourné en courant vers le parc et j'ai vu les deux filles penchées sur le garçon. Je les ai repoussées et découvert le traceur, affalé, inconscient, de la bave et du sang coulant de sa bouche. On aurait dit qu'il venait de se faire rouer de coups, complètement sonné. Pourtant, c'était un grand gaillard, l'un des plus costauds que je connaisse, capable de tenir tête à 2 ou 3 types sans problème. Mais là, il gisait, hors de combat. J'ai demandé aux filles si elles avaient vu ce qui s'était passé. Elles m'ont dit qu'il parlait tout seul et s'était effondré. J'ai demandé à l'une d'appeler une ambulance et j'ai continué à interroger l'autre. Je lui ai demandé si elle se souvenait de l'homme. Elle a répondu qu'elle ne se rappelait d'aucun homme. Je leur ai demandé si elles se souvenaient de m'avoir vu arriver vers elles. Elles ont répondu que non. Très étrange. L'ambulance est arrivée peu de temps après et a emmené le garçon inconscient sur une civière, tandis que je restais assis, essayant d'expliquer en détail aux filles les événements des 10 dernières minutes, mais elles refusaient obstinément de me croire au sujet de l'homme en chemise rose et verte. J'avais environ 12 ou 13 ans à l'époque. Comme je finissais l'école un peu plus tôt que mes frères et sœurs, je rentrais souvent seul à la maison. C'était devenu une sorte de rituel, je m'installais dans le salon avec ma mère et nous regardions ensemble les Animaniacs. C'était une heure rien qu'à nous deux, un moment tranquille où je sentais que nous partagions quelque chose de spécial. Un après-midi, je suis rentré comme d'habitude. Dès que j'ai poussé la porte, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tous les placards de la cuisine étaient ouverts, les portes béantes comme si quelqu'un avait fouillé chaque recoin. Une sensation glaciale m'a traversé et j'ai aussitôt commencé à appeler ma mère. Je criais son prénom à plusieurs reprises mais aucun son ne me répondait, seulement le silence pesant de la maison. Après ce qui m'a semblé durer de longues minutes, une voix a fini par retentir à l'étage. « Cornel, je suis en haut. » Rassuré, j'ai fait quelques pas dans le couloir. C'est à ce moment-là qu'une main m'a saisi brutalement et a plaqué ses doigts sur ma bouche. Je n'ai même pas eu le temps de crier. « Cornel, je suis en haut. » La voix résonnait encore. J'ai levé les yeux, terrifié, et j'ai vu ma mère. Elle transpirait, son visage était tendu et elle me serrait contre elle, les mains toujours sur ma bouche pour étouffer tout son. Elle tremblait. Puis elle s'est penchée vers mon oreille et a chuchoté d'une voix presque éteinte. Moi aussi je l'ai entendu. Maintenant cours chez les voisins et dis-leur d'appeler la police. Le souffle court, nous nous sommes rués hors de la maison, nos pas résonnant sur le perron comme si quelque chose allait nous poursuivre. Une fois chez les voisins, ma mère a expliqué la situation d'une voix paniquée, et ils ont immédiatement appelé les policiers. Les minutes ont paru interminables jusqu'à ce qu'ils arrivent. Quand ils sont entrés, ils ont fouillé chaque pièce, chaque recoin, chaque placard.
Après une inspection complète, ils ont affirmé qu'il n'y avait personne et que la maison était sûre. Ce soir-là, nous avons dormi ailleurs. Et depuis ce jour, ma mère refuse catégoriquement d'évoquer cette histoire. Elle change de sujet ou quitte la pièce dès que j'essaie d'en reparler. Quelque chose s'est passé ce jour-là, quelque chose qui reste sans explication, et le simple souvenir semble la hanter encore aujourd'hui. Quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison à l'âge de 18 ans, mon labrador noir était impatient d'explorer enfin les lieux. Il avait été retenu pour éviter qu'il ne se blesse pendant le déballage des cartons. Dès qu'il fut libre, il se mit à courir avec excitation dans les escaliers, à inspecter les pièces et à renifler les toilettes des salles de bain. Nous sommes tous descendus au sous-sol, mais quand nous nous sommes retournés pour voir où il était, il se tenait simplement en haut des marches à nous fixer. Il ne haltait pas et ne remuait pas la queue. Nous l'avons appelé pour qu'il nous rejoigne, mais peu importe ce que nous faisions, il restait planté là, l'air apeuré. Nous avons fini par le prendre dans nos bras pour l'emmener en bas avec nous. Pourtant, une fois sur place, il était tellement effrayé que nous avons préféré le ramener à l'étage. Les mois ont passé et sa peur du sous-sol ne s'est pas dissipée. Un jour, alors que je me trouvais du côté buanderie du sous-sol, j'ai remarqué un panneau sous l'escalier qui pouvait être déplacé. Je l'ai écarté et j'ai découvert un petit espace vide au centre duquel reposait une poupée en céramique. Elle fixait droit devant elle d'un regard vide, semblant me regarder. Je l'ai sortie, emmenée à l'étage et jetée dans la poubelle à l'extérieur. La toute prochaine fois que mon chien est entré avec nous, il m'a suivi sans hésitation dans l'escalier du sous-sol et n'a plus jamais montré de peur jusqu'à sa mort. J'avais 10 ans et je me souviens de chaque détail comme si c'était hier. C'était le 10 septembre 2001. Rien que d'y penser aujourd'hui, mes yeux s'embuent encore. Nous habitions dans le Lower East Side de Manhattan, avec une vue dégagée sur tout le centre-ville. Depuis ma chambre, allongé dans mon lit, je pouvais voir clairement les tours du World Trade Center. Cette nuit-là, le ciel était limpide, et je fixais les tours sans vraiment réfléchir, perdu dans mes pensées d'enfant. J'étais couvert jusqu'aux jambes, immobile, et soudain mon esprit a commencé à vagabonder. J'ai eu une vision troublante, un genre de rêve éveillé. Je me suis imaginé un avion qui venait percuter les tours. La scène était si précise, si vivante, que j'ai commencé à transpirer. Je sentais mon cœur battre plus fort. Au loin, comme pour donner corps à cette vision, des sirènes de police ont retenti dans la nuit. J'ai alors été pris d'une peur incontrôlable. Mon corps s'est figé, je voulais courir rejoindre mon père dans sa chambre, mais je n'arrivais pas à bouger. C'était comme si j'étais prisonnier de mon propre cauchemar, bloqué entre le réel et l'imaginaire. Ma mère est entrée dans la chambre à ce moment-là. Elle m'a trouvé assis, le dos raide, couvert de sueur. Son visage inquiet m'a ramené à moi-même. Elle s'est précipitée à mon chevet, m'a demandé ce qui n'allait pas, et c'est en l'entendant que j'ai enfin pu respirer à nouveau. Je lui ai répondu que ce n'était rien, que ce n'était qu'un mauvais rêve, puis je me suis recouché en essayant de chasser cette image de mon esprit. Mais la nuit ne s'est pas arrêtée là. À un moment, je me suis réveillé en sursaut, il devait être autour de 4 heures du matin. J'étais encore prisonnier de cette vision et je suis allé terroriser dans la chambre de mes parents. Ils m'ont répété que ce n'était qu'un rêve, qu'il ne fallait pas m'inquiéter, mais pour moi cela paraissait trop réel, trop tangible. Mon esprit refusait de croire que ce n'était qu'une simple invention de mon imagination. Le lendemain matin, tout a basculé. J'étais à l'école lorsque la nouvelle est tombée. Un avion venait de frapper l'une des tours du World Trade Center. En un instant, l'image que j'avais vue dans mon lit la veille a ressurgi avec une force écrasante. Mon corps s'est figé, mes mains tremblaient, mes yeux se sont emplis de larmes. Ce n'était pas exactement comme dans mon rêve, mais c'était suffisant pour me glacer le sang. L'année dernière, j'ai recommencé à traîner avec quelques anciens amis de la fac. Nous ne nous étions pas vraiment revus depuis cette époque, chacun étant parti dans son université, pris par ses études et sa nouvelle vie. Ce jour-là,
nous avions décidé de nous retrouver au centre commercial de Lakeside, à Turok. C'est un endroit immense, presque labyrinthique, comparable à ces gigantesques malls américains où l'on peut littéralement passer la journée entière sans tout voir. Nous marchions tranquillement à travers les allées bondées, en discutant de choses et d'autres, quand le nom de Sophie est venu sur la table. C'était une fille que nous avions tous connue au collège, quelqu'un avec qui nous partagions des souvenirs mais que nous n'avions pas évoqués depuis plus de 3 ans. Aucun de nous ne savait ce qu'elle était devenue. Nous nous sommes amusés à imaginer sa vie actuelle, à échanger quelques phrases légères sur le temps passé, sans nous douter de ce qui allait suivre. Quelques minutes plus tard, nous avons quitté l'intérieur du centre pour rejoindre la promenade extérieure, le boardwalk, bordé de restaurants chics aux terrasses animées. Et c'est là que nous l'avons vue. Sophie. Assise seule à une table, en train de déjeuner, à quelques mètres seulement de nous. Le timing était parfait, presque irréel. Nous venions de prononcer son nom pour la première fois en 3 ans, et en sortant, elle se trouvait là, comme si nos paroles l'avaient appelée. Nous nous sommes regardés, bouche bée, sans vraiment savoir quoi dire. Ce n'était pas terrifiant, mais complètement ahurissant. Les chances que cela arrive de cette façon devaient être astronomiques. On avait l'impression que l'univers avait décidé de nous rappeler que parfois, les coïncidences ne sont pas de simples hasards, mais des moments où tout s'aligne de manière inexplicable. Je roulais sur une grande autoroute du sud de l'Ontario avec ma femme à mes côtés. La route était large, 3 voies de chaque côté séparées par une barrière de sécurité. Tout semblait normal, le trafic fluide, jusqu'au moment où, de l'autre côté de l'autoroute, j'ai vu un minivan blanc perdre brusquement le contrôle. Le véhicule zigzaguait dangereusement, puis il a foncé droit vers la barrière centrale, comme s'il allait traverser pour nous percuter. Mon cœur s'est emballé. J'ai eu un réflexe instinctif, j'ai donné un violent coup de volant pour éviter l'impact, tout en criant, persuadé que l'accident allait se produire dans la seconde suivante. Je m'attendais à entendre l'explosion du choc contre la barrière ou pire encore, sentir le fracas métallique d'une collision frontale. Mais rien. Pas un bruit, pas d'impact. J'ai immédiatement regardé dans le rétroviseur, prêt à voir la carcasse du minivan derrière nous, au moins les voitures bloquées par l'accident. Pourtant, il n'y avait rien. Pas de vanne, pas de chaos, la route restait parfaitement dégagée. Ma femme me fixait, inquiète, persuadée que j'avais eu un malaise ou peut-être même une hallucination. Je lui ai demandé si elle avait vu le minivan, et sa réponse a glacé mon sang. Elle n'avait rien remarqué, absolument rien. Pour elle, tout s'était déroulé normalement, tandis que moi je restais secoué par une scène qui me semblait aussi réelle que n'importe quel souvenir. 3 mois plus tard, je conduisais seul sur la même autoroute, mais cette fois dans la direction opposée, à peu près à la même heure de la journée. Le soleil avait la même couleur, les ombres s'allongeaient de la même manière, et en arrivant à l'endroit précis où j'avais eu cette vision, j'ai vu les gyrophares illuminer la chaussée. Les voitures ralentissaient, et c'est là que je l'ai vu. Un terrible accident venait de se produire. Un minivan blanc, identique à celui que j'avais vu 3 mois plus tôt, était complètement détruit contre la barrière centrale. Le véhicule s'était écrasé avec une telle force que des débris s'étaient répandus sur les voies opposées. Je suis resté paralysé au volant, le souffle coupé. C'était exactement la scène que j'avais anticipée, comme si l'autoroute m'avait montré un avertissement 3 mois auparavant. C'est une histoire vraiment perturbante que je n'ai jamais racontée à personne. Mais grâce à l'anonymat, je vais la partager. Je rentrais à l'université après les vacances de printemps avec 3 amis. Nous venions tous de la même ville et notre campus se trouvait à environ 4 heures de route. Pour donner un peu de contexte, aucun de nous ne consommait de drogue. Nous faisions tous partie d'équipes sportives et nous avions des bourses académiques complètes. Nous étions ces enfants à qui les parents confiaient un Escalade ou un Range Rover pour retourner à l'université et pour qui tout semblait toujours bien se passer. Le profil typique de l'Ivy League. Je ne dis pas ça avec fierté, mais simplement pour montrer que nous n'étions pas des gens qu'on qualifierait de fous ou de cas typiques d'enlèvement extraterrestre. Au bout d'environ 3 heures de route,
nous avons commencé à remarquer des panneaux familiers que nous avions vus plusieurs heures plus tôt. D'abord confus, nous avons continué à rouler sans trop y prêter attention. Mais après 10 minutes, il était évident que quelque chose n'allait pas. Nous voyions exactement les mêmes panneaux et les mêmes repères que 3 heures auparavant. Nous n'avions jamais quitté l'autoroute, nous avions roulé plein sud tout le long et personne ne s'était endormi. Nous avions conduit 3 heures vers le sud et, sans aucune explication, nous nous retrouvions de nouveau près du point de départ. Nous pensions arriver à l'université vers 16 heures puisque nous étions partis de chez nous à midi. Pourtant, nous ne sommes arrivés qu'à 19 heures, sans avoir croisé aucun bouchon. C'était comme si nous avions traversé une sorte de faille temporelle et cela nous a tellement terrifiés que personne n'a prononcé un mot pour le reste du trajet. Une fois arrivés à l'université, nous n'en avons jamais reparlé. Pendant plus d'un mois, nous ne nous sommes presque pas adressé la parole, sauf pour nous mettre d'accord sur le fait de ne jamais évoquer ce qui s'était passé. C'est l'une des expériences les plus troublantes de ma vie et nous avons tous juré de ne jamais en parler, de peur que les gens nous prennent pour des fous. Rien que d'y repenser, ça me fait encore peur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.